trois Joe. bricoles. Oui, Joe. Vas-y. Joe et puis après René, peut-être, je sais pas. Oui, 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 c'est bien. Il n'y a pas de dominant, hein, ici. Non, non, mais c'est. Vas-y, si tu veux y aller. Non, vas-y, t'étais le premier. Bon, le premier, ouais, ça on repart dans la manipulation de la hiérarchie. Là. Ah non. C'est justement là-dessus, Premier je voulais temps. dire un mot, la notion de hiérarchie, justement, qui renvoie, bon, je ne vais pas être trop long, à trois concepts, la subordination, la soumission et voire la domination. Et ça fonctionne, enfin, voilà, en termes de manip, subordination, domination et soumission. Hein, et on arrive tous à se soumettre. Alors, c'est pour faire je ne vais pas jouer enfin, moi le chat, mais on s'en fout, mais Bourdieu, quand même, parce que je l'avais cité la semaine dernière, donc quand même un petit peu, il y a quand même un de ses concepts clés, c'est la violence symbolique. Hein, voilà, en dehors de l'habitus, voilà, la violence symbolique, c'est qu'on accepte la chefferie, on accepte, puis on l'avait cité aussi, la servitude volontaire de la Boétie. Hein, voilà. Bon, enfin voilà, c'était un petit mot là-dessus. Un autre petit mot que vous n'avez pas dit, mais que vous auriez dû dire, enfin, que vous allez dire, enfin, c'est que dans le troisième processus qui fait qu'il y a de la pédérastie, il y a aussi la reproduction. Quoi. Hein, souvent, il y a moi, enfin, ce que j'ai lu ou appris, c'est que 70% des incestes est reproduit par... enfin, moi, j'étais soufflé du chiffre, enfin, je ne sais pas, vous pouvez le confirmer ou pas, hein, au moins de 70, les trois quarts l'ont vécu. Quoi, et donc, ils sont aussi dans la reproduction. Quoi. Enfin, bon, voilà. C'est pas pour les légitimer. Non, 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 mais c'est tout à fait vrai, mais c'est cohérent aussi. C'est-à-dire que si celui qui est abuseur a vécu dans l'enfance une ambiance de famille où on faisait des choses en cachette parce qu'on savait que ça ne serait pas répété, bien évidemment qu'il a été abusé aussi. Ben oui, alors ça, j'ai eu plein d'exemples de gens qui me racontaient ça. Ils avaient fait des abus, mais ils me disaient, quand j'avais 12 ans, j'ai mon cousin qui m'a pris à part, et puis qui, voilà, ben oui. Alors, une réponse aussi par rapport à ce que vous disiez, la codification, les normes. Bon, on s'en fout de parler de moi, mais j'étais 10 ans dans l'éducation nationale, justement, parce que j'étais un mauvais élève. Enfin, j'ai voulu assurer la moyenne pour mes parents, 10, quoi, voilà, en gros. Donc, je n'ai pas été un bon élève, je le revendique. Juste pour satisfaire voilà, mon entourage sur la familiale. Et du coup, bah, je suis quand même poussé pour devenir prof et devenir une sorte de contre-pouvoir. Quoi. Et donc, quand il y avait des réunions parentales, c'est pour rejoindre ce que vous disiez, je disais aux parents, écoutez, moi, voilà, ils avaient les réunions où les parents viennent, et voilà, quels sont les parents qui viennent? Alors, c'est pas souvent les parents des enfants les pires, entre guillemets, ou qui se foutent de l'école, quoi. Mais bon, il y avait quand même des fois des parents qui venaient, voilà. Je lui dis, écoutez, moi, je n'ai pas été un bon élève, regardez, j'ai pas aimé l'école. Parce que l'histoire de France, ça a été que des guerres. Voilà. Puis je devais avoir déjà un côté non violent, j'en sais rien, enfin bon, puisque j'étais objecteur aussi après. Hein. Et donc, c'est aussi pour démystifier, quoi, ces parents qui flippent, parce que leurs enfants, s'ils ne sont pas bons à l'école, ils ne vont pas arriver à s'intégrer socialement, enfin, vous voyez, des trucs. Donc, c'est une manière de démystifier le statut de prof, quoi, voilà, peu importe, ça c'est un truc. Puis, dernier truc, et après je passe la parole, il s'appelle René, donc... Il y a un anthropologue, enfin, je l'ai peut-être cité la fois dernière aussi, Édouard Thiault, qui a développé, donc en 66, ça a été traduit en 72 en France, donc un Américain qui a travaillé à l'école, qui a enseigné à l'école de Palo Alto, et ça a été un pavé dans la mare, ce qu'il a écrit, la dimension cachée. Et donc la proxémie sociale, vous avez certainement dû y avoir accès. La proxémie sociale. Proxémie. Voilà. Il a développé le concept de proxémie. Et donc, à travers la proxémie, c'est tout être vivant est vecteur de distance sociale, donc la distance sociale à travers un espace donné. Tout être vivant est vecteur de distance sociale à travers un espace donné. Donc l'animal, le végétal, l'humain, voilà. Et donc vous parliez de distance, voilà, le discours qui n'a pas eu lieu, la face cachée de l'autre, enfin, il y a de la distanciation, il y a du vide, quoi, existentiel, on pourrait dire. Et puis, vous l'avez souligné, mais le mot n'a pas été lâché, c'est la notion d'inconscient, l'inconscient familial, hein, l'inconscient collectif, on est tous tributaires, quoi. Aussi, alors, à des étages plus ou moins frustres ou denses, quoi. Hein, et voilà. Et donc on est tous là, comment on est disposé, à côté de qui on est dans la proximité sociale. Voilà, Sophie est à côté de vous. Pourquoi pour faire allégeance.
pour montrer, je rigole, hein, pour montrer sa domination culturelle. Tarte ta gueule à la récré. C'est la manipulation. C'est la manipulation de gilets jaunes. Et moi, ce qui me plaît, c'est les gilets jaunes, c'est ça, quoi. Elle nous manipule. Alors, on l'a payé, je dis on l'a parce que j'ai mis intègre quand même, on l'a payé parce qu'il n'y a pas eu de leader charismatique. Et parce qu'il y a une volonté de non-leader. Et c'était ce côté anard un peu qui est vachement sociétalement intéressant. Les porte-paroles qui allaient à l'Élysée, ils n'y allaient plus, quoi. Il n'y avait plus personne, quoi. Et donc, qui est-ce qui est porte-parole d'un mouvement? Tout le monde est chef, quoi. Tout le monde est responsable, tout le monde est citoyen. Et là, c'était vraiment l'anarchie absolue. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, dans ce mouvement-là. Parce que c'est assez rare. C'est assez rare. Vous soulignez les partis, les présidentiels. Quand je serai président ou présidente, voilà, ils me font rire, quoi. Voilà. Macron, il a besoin d'être manipulé. Voilà. Ouais, enfin, ouais. Mais Oui, il l'est, c'est je pense. Bon, voilà. Bon, enfin, en tous les cas, voilà, c'était, on est tous tributaires, enfin, on est des animaux sociaux, bipèdes, et on est tous, dans nos vies de couple, professionnels, dans la rue, créateurs de distance sociale, vecteurs de distance sociale, inconsciente et consciente à la fois, et genrés, et genrés, hein, mâle, enfin, masculin, féminin, etc. Donc, comment on a été éduqués là-dessus aussi, socialisés là-dessus, enfin voilà, ouais, merci d'avoir ouvert les pistes, en tous les cas, qui permettent de... Ce que vous avez dit m'a fait penser à 2-3 choses, mais peut-être vous pouvez dire ce que vous vouliez dire. Pour faire transition, puisque Joe disait qu'il faisait mauvais élève, moi je dirais que j'ai mon bac 1968. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. C'est bien de le redire. Avec l'option rhétorique élémentaire qui s'appelle maintenant philosophie. Bon. La question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Quelle est la part de conscience qui existe chez les manipulateurs? Quelle est la part de conscience qu'ils ont, ou qu'ils pourraient peut-être avoir, ou ne pas avoir, de faire mal, en quelque sorte? De faire quelque chose que la société réprouve, que la société juge même, et sanctionne. Quelle est la part de conscience que pouvait avoir Adolphe, puisqu'on en parlait tout à l'heure, du fait qu'il était le plus délirant des despotes et le plus manipulateur? Oui, alors, deux choses. D'abord, pour revenir sur ce que vous disiez, on avait fait cette expérience de réunir un groupe de gens, par exemple, qui faisaient un voyage organisé en bus, et il y avait quelqu'un qui était là, qui avait réuni les gens, qui dirigeait, bon, voilà. Puis, bien évidemment, tout ça est prévu dans le programme. On annonce qu'il y a une raison particulière qui fait qu'il doit s'en aller. Et donc, le bus reprend la route, et on se rendait compte que, très rapidement, le groupe a besoin d'un leader. Donc il y en a un qui va se dire, bon, écoutez, je me propose. Et puis, après le bus, on le fait descendre parce qu'on trouve un prétexte, etc. Et le groupe a besoin de quelqu'un. Et il se trouve que quelqu'un va se lever en disant, écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un, je vais le faire. Voilà. Et de la même façon, la structure du groupe est faite de telle façon que non seulement il y aura toujours quelqu'un pour parler pour tout le monde, mais il y aura toujours le contestataire de service. Ça, même si vous le faites descendre du bus, il y en aura un autre qui va se lever en disant non. C'est pour dire qu'on est dans des constantes quand même. Hein. C'est-à-dire que pour notre économie psychologique, c'est quand même bien pratique d'avoir quelqu'un qui va parler pour tout le monde. Faut. Bon, ça. Mais pour revenir à l'histoire d'Hitler, vous savez, je pense que nous sommes là, nous vivons, nous savons l'âge que nous avons, parce que nous sommes des humains, nous savons que nous allons mourir. Et donc, il y a des personnes qui se posent vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont laisser pour la génération d'après. Avec les transhumanistes. Hein ? Avec les transhumanistes, ceux-là, bon. Ils ne pensent pas mourir. Non, mais je suis d'accord qu'il y en a qui disent qu'on ne mourra pas. Mais alors, moi, j'ai envie de dire, il faudrait poser la question,
d'abord dans la conscience qu'on a d'avoir une identité et une histoire. J'ai pris tout à l'heure des 3 générations avant Hitler. Moi, je dirais un homme qui est capable de dire « Bon, mon père a tel défaut, mais je sais comment étaient ses parents, je sais ce qui s'est passé, donc ça va, je vais pardonner, je n'en veux plus. » Il assume, quoi. Alors qu'Hitler, il n'assumait pas du tout. Il avait une revendication d'avoir besoin d'être reconnu, et que si quelqu'un se mettait en travers, il l'éliminait sans état d'âme. Enfin, c'est d'une violence incroyable. Et effectivement, on trouve plein de gens qui sont dans cette situation-là. Mais pour moi, c'est clair sur le plan psychologique que quand quelqu'un a une jouissance comme ça, de rapport de force vis-à-vis de quelqu'un, c'est parce qu'il ne sait pas s'intéresser à l'histoire de la personne. C'est ce que je vous disais aussi sur le plan humain, quoi. Je veux dire, je crois malheureusement, mais c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai du côté des femmes. Il y a des femmes qui aimeraient bien être aimées pour autre chose que pour leur corps ou pour leur... Mais elles ne pensent même pas qu'elles ont une histoire qui pourrait être intéressante et que ça vaudrait le coup qu'elles essayent de raconter quelque chose pour qu'on construise une histoire commune. Hein, un couple, c'est des gens qui se connaissent bien, ils connaissent le passé, l'histoire, ils se racontent des trucs, ils savent qu'ils en sont là. Bon. Donc, voilà, c'est quand même le système organisé, fonctionnel, industriel, scientifique d'un État dans les années, voilà, encore toujours aujourd'hui, pour que ça fonctionne, quoi. On lamine la possibilité pour les gens d'avoir des racines, d'avoir une histoire personnelle. On devrait infiniment respecter les liens qui font que, voilà, on a une histoire, on vient de quelque part, on a des traces, on raconte, on n'est pas sans... moi j'aime bien le mot de racine, ça dit bien ce que ça veut dire. Et si un homme est déraciné comme ça, il est dans un environnement où il va chercher à plaire, il va chercher à... Il va trouver quelqu'un avec qui il va plaire, mais comme en même temps il va rencontrer quelqu'un à côté qui va lui dire « je ne suis pas d'accord », ça va créer une tension en lui. Alors il va rentrer chez lui, il ne va pas endormir. Donc pour dormir, il va prendre un somnifère, ou il va boire, il va se mettre à boire. Enfin, pour tenir, il faut avoir un fil conducteur personnel, quoi. Sinon, on est... Des valeurs. Pardon ? Des valeurs. Des valeurs ? Moi, je ne dirais pas des valeurs, justement. Parce qu'on a pu penser en disant à quelqu'un, je vais vous donner des repères, des valeurs, même dans l'éducation. On sait les faire soi-même. Hein ? Ces valeurs. C'est pas les valeurs d'un autre. On comprend. Je On peut comprends. prendre les valeurs de nos parents parce qu'on en a besoin. L'expérience personnelle, l'expérience, l'éducation parentale et l'éducation, le système d'éducation imposé qu'on appelle l'éducation nationale, c'est ça qui nous forme. Voilà. Mais au final, c'est nous-mêmes. On se fait nous-mêmes. Et nos valeurs, on va se dire c'est ça qui est bien, c'est ça qui est mal. Oui. Je parlais des psychopathes tout à l'heure. Pour eux, ils sont peut-être même pas conscients de faire le mal. Oui. C'est normal pour eux. Je pense que c'est pour le bien du pays. Oui, voilà, c'est pas grave s'il y a du chômage ici, on fait travailler des petits Chinois. Un peu comme les pervers narcissiques, quoi. Oui. Alors attends. Sont-ils conscients de leur perversion ? Est-ce que tu avais fini ? René, quoi. Attends. Oui, Eh il y a ben- toujours quelque chose à dire, mais oui. Oui, non, mais il était en train de parler, alors... Pas fini. Non, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Donc, il y avait Martine qui avait levé le doigt. Oui, parce qu'il me semble que l'époque actuelle est quand même un champ d'investigation pour la psychiatrie extraordinaire. Je crois qu'on est quand même dans une période de perversité, de machiavélisme, dans la manipulation générale de la vérité, avec beaucoup d'ailleurs même de métiers qui consistent à manipuler. Et c'est pour ça que la question que je voulais vous poser était précisément sur les valeurs. Parce qu'il me semble que si on a pu survivre en tant que culture et civilisation, c'est parce qu'on avait une éthique de la vérité. Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait eu des mensonges, des manipulations et même des instrumentalisations de cette idée de vérité. Mais il n'empêche qu'il y avait une éthique. Elle est là dans nos racines helléniques. Elle est un idéal permanent dans le christianisme. Donc c'est pour ça que la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous n'analysez pas la situation actuelle quand même de
perversités. Je pense par exemple à ce qui se passe dans la médecine, qui pour moi est effarant, parce que où est passé Hippocrate, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que vous ne le concevez pas comme une perte de cette éthique, c'est-à-dire d'un idéal de valeur vers lequel on doit tendre, et qui, le jour où cet idéal disparaît, eh ben, on ne se retrouve plus que dans une logique à la fois d'intérêt privé, une logique aussi de référence à un présent et non plus à une durée, à quelque chose au-dessus de nous. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème quand même fondamental, cette question de la transmission et des valeurs qui font que même dans l'éducation, qu'est-ce qu'on peut transmettre à un enfant si ce n'est les valeurs que soi-même on intègre par l'exemple? Voilà, donc c'est ça. Oui. Quand j'ai commencé à exercer mon métier, j'étais dans un service de psychiatrie où on avait 2 psychanalystes qui venaient une fois par semaine et on faisait une petite séance de travail avec les 4 internes. Et la seule consigne que nous avait donnée le patron, c'était vous recevez 3 fois par semaine vos patients qui vous sont attribués, vous les écoutez. C'est tout. Et ces psychanalystes-là nous écoutaient aussi. Sauf qu'au bout de quelques fois, ils disaient, enfin, Splinguer, là, ce que tu dis, tu as déjà dit la même chose pour le patient d'avant, c'est quand même étonnant. Est-ce que tu sais pourquoi tu dis ça? Bah, je dis, enfin, c'est quand même évident. Puis au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas des schémas tout établis? Donc ça m'a amené à dire, fais donc une analyse personnelle pour savoir d'où tu viens, qu'est-ce qui te conditionne, etc. J'ai trouvé que c'était libérateur parce que ça m'avait fait prendre du recul, comprendre et à la fois descendre de leur piédestal mes propres parents, mais en même temps je les aimais mieux parce que je me disais ils sont en pâte humaine, quoi. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je disais aux patients que je recevais, voilà, racontez-moi votre vie. Et donc ils me racontaient leur vie petit à petit, ils osaient me dire des choses qu'ils n'avaient pas dit jusque-là. C'était très étonnant ça, d'entendre des gens qui avaient quelquefois 60 ans, qui avaient déjà un conjoint, puis ils me disaient à moi des choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne. Quand même, c'est bizarre. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce travail de mémoire, dans un premier temps, il peut faire souffrir. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir et me raconte un souvenir traumatisant, il revient me voir la fois d'après. Il ne m'engueule pas, mais quand même, il me dit « ça ne m'a pas fait du bien de vous raconter ce qui s'est passé la dernière fois, parce que depuis, je dors mal. » Donc, la solution des jeunes psychiatres aujourd'hui, et de beaucoup de thérapies, c'est de dire, puisque c'est votre passé qui vous rend malade, on va arrêter d'en parler. Hein? On va tirer un trait là-dessus, on va se concentrer sur le présent et sur votre avenir. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de thérapies dites comportementales ou de thérapies de toutes sortes qui n'ont pour but que d'essayer d'éviter que ce qui du passé peut vous poser problème, ça revienne ça revienne sur le tapis. Donc, c'est pas facile d'écouter parce que, de fait, dans un premier temps, réévoquer des souvenirs traumatisants, c'est faire remonter des choses traumatisantes, angoissantes. Et les gens, ça les déstabilise dans un premier temps. Après, oui, quand on va dire, oui, mais attendez, vous me racontez tel épisode traumatisant, mais la personne, c'était qui? La personne me dit, je ne suis pas bien, etc. Je dis, vous m'avez raconté que il y avait telle personne qui... allez la voir, posez-lui la question, faites raconter un peu l'histoire. Et les gens venaient me dire, j'ai discuté, maintenant je comprends mieux, j'ai appris telle chose que je ne savais pas, etc. Enfin, les gens arrivaient à remailler leur histoire pour comprendre ce qui se passait, quoi. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut vraiment être en paix. Parce que ce n'est pas la fuite en avant, sinon. Donc effectivement, quand vous disiez nos enfants, on peut les élever en leur donnant une morale, des principes, une éthique, etc. Je suis d'accord, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Vous avez une chair humaine, une pâte humaine, vous avez été une petite fille, j'ai été un petit garçon, je communique avec un enfant à travers l'enfance qu'il y a en moi. Donc, il faut que je lui raconte des trucs. Enfin, il faut. Mais je voulais juste te dire que quand on est dans une société politique et dans une culture, s'il n'y a pas une éthique de la vérité, une éthique de la sagesse, on finit par vivre dans un monde qui devient ce qu'il est à l'heure actuelle, où la manipulation est partout. Et
c'est pour ça que je posais la question des valeurs qui nous permettent de vivre de façon civilisée. Je sais bien. Mais quand tu dis une éthique de la vérité, où est-elle? Cette vérité existe-t-elle en tant que vérité ou y a-t-il des éclairages, des aspects différents? Par exemple, dans le journaliste, la charte de Munich, sur laquelle les journalistes s'asseyent. Voilà. Donc, dans la médecine, il y a le serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, où est-il passé? Enfin, on a l'impression que toute cette éthique est en train de s'écrouler. Et on en arrive à un point où il n'y aura plus de différence entre le bien et le mal. La seule chose qui compte, c'est est-ce que j'ai réussi à obtenir le résultat que je visais? Et comme c'est le système dominant qui impose ça, forcément, c'est l'instrumentalisation générale de ceux qui ne sont rien. Et c'est ça le problème, enfin, me semble-t-il. Mais je vous demande votre avis un petit peu en tant que psychiatre, parce que je pense que vous avez un regard... Bon, je vais oser vous dire ce que je n'avais pas pensé vous dire, mais je sais que je m'engage sur un terrain délicat, mais je vais vous le dire. On considère que la parole est quelque chose de structurant, parce que elle dit la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité, par exemple, c'est quand une mère met son enfant au monde et lui donne le nom du père. Alors, vous allez me dire, bon, c'est quoi l'histoire là? Il y a plein d'enfants qui viennent au monde maintenant. Non seulement ils ne savent pas le nom du père, mais ils ne connaissent rien de l'histoire du père. Parce que le géniteur a engendré un enfant par don de sperme. On appelle ça un don de sperme. Moi, je pense que c'est de l'abandon de sperme, mais bon. Il accepte qu'il y ait un enfant qui vienne au monde en lui transmettant un capital génétique et en ne lui racontant aucune histoire. Si un homme fait ça, c'est parce que son histoire, il s'en fout. S'il disait, non mais attends, c'est tellement important de parler avec son père que moi je ne veux pas engendrer un enfant avec qui je ne parlerai pas. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Vous voyez, on est dans une situation où c'est très difficile de dire ça. Ce que je vous le dis, ça m'ennuie beaucoup que ce soit filmé parce que je ne sais pas qui verra ça. Je vais peut-être blesser des gens qui vont dire mais c'est scandaleux ce qu'il est en train de nous dire, ce gars-là. Il nous dit des choses que moi je ne sais pas qui c'est mon père, je vis très bien. Enfin, vous voyez, on ouvre des boîtes de Pandore dans le monde dans lequel on est. Hein. C'est quand même difficile. Hein. Mais je reste persuadé, je le dis, que si on doit prendre la confiance dans la parole, cette parole d'une maman qui porte un enfant et le porte en sachant le nom du père, c'est fondateur. Parce qu'il y a une unité. Voilà. L'enfant qu'elle porte, elle le porte en ayant une parole sur l'homme de qui elle est enceinte. S'il n'y a aucune parole, l'enfant y vivra. Mais où va être le curseur de son histoire, vous comprenez? C'est très difficile de dire ça, parce qu'on a l'air de développer l'idée qu'il y a des gens qui ont une identité que d'autres n'ont pas, voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, on préfère laisser tout ça de façon étouffée, quoi. Hein, on n'en parle pas. Donc je ne pensais pas vous le dire. Mais ça, voilà, je l'ai dit. Oui. Aujourd'hui, on fait encore, on détruit tout ce qui fait l'identité d'un peuple, tout ce qui fait l'identité des individus. On individualise, alors qu'avant, il y avait la famille, il y avait l'État-nation, il y avait tout un tas de trucs, en bien, en mal, etc. Pareil pour les religions, hein, elles ont tout un lot d'aspects positifs et aussi tout un lot d'aspects négatifs. Mais bon, enfin, on détruit tout ce qui faisait l'État-nation, tout ce qui faisait l'individu, et justement, on le fragilise en lui disant tu es trop petit, tu peux rien faire, tout seul tu peux rien faire, etc. etc. Et on en est là. C'est pas seulement le nom, ça commence à la naissance, ça commence par ce genre de choses. Mais au-delà de ça, il y a une manipulation politique, une volonté politique
de casser tout ça. Ces gens qui nous dirigent, ces élites, entre guillemets, parce qu'ils sont pas nuls, ils sont pas incompétents. Encore une fois, pour moi, c'est des psychopathes. C'est des gens, c'est des mondialistes. Ils en ont rien à faire d'être ici ou ailleurs. Même le peuple, enfin voilà, ils sont tellement déconnectés. On parlait de violence tout à l'heure. Ils savent même pas ce qui se passe. Bon, ils ont quelques images comme ça, mais ils l'ont jamais vécu. Ou alors de manière extrêmement diluée ou différente. Et pour eux, c'est peut-être déjà beaucoup, mais en tout cas, ce que nous, on subit dans les manifs ou autres trucs comme ça n'a rien à voir. Mais ils sont à 100 000 lieues de s'imaginer ce qui se passe. Mais ils s'en foutent. Tu prends l'exemple des borniers, des gilets jaunes. Oui, bien sûr, bien sûr. On ne tire pas au-dessus de l'épaule des élèves. Et c'est eux qui font la Encore violence. qui s'attaquent aux religions sans même connaître le fond, la valeur de la religion en fait. On parle de l'islam, voilà, et on arrive à un point où... Bah après, c'est une technique aussi, toujours pareil, pour monter les gens les uns contre les autres, c'est la division. C'est la stratégie de la division, ils font la stratégie du différé, ils font la stratégie La de... manipulation. Tout, les 10 lois de la stratégie. La stratégie de manipulation de masse. Non, enfin voilà. Ceci dit, Sur le plan écolo aussi, il y aurait vachement à dire sur les voitures nucléaires, qu'on vous balance, les trottinettes nucléaires, etc. Comment on conditionne le peuple à l'atome, quoi. À la bombage, quoi. Au nucléaire, aux centrales nucléaires, quoi. Enfin, Manipulation, il n'y a pas assez d'une séance, hein, il en faut pas. c'est énorme. Ouais, moi, j'avais envie de revenir sur quelque chose que vous avez évoqué sur les constantes dans la... Après, je vous donnerai la parole. Les constantes dans la société avec les rôles qui surgissent presque inexorablement. J'avais envie de vous demander si par, comment pourrais-je dire, un autre choix d'organisation sociale, est-il possible de modifier ces constantes ? C'est-à-dire que nous avons vécu depuis des siècles avec effectivement des hiérarchies très marquées, l'idée d'un chef qui est absolument nécessaire, il faut que le chef ait de la poigne. Est-ce que si on faisait collectivement le choix d'une autre organisation sociale, en développant peut-être des processus, je ne sais pas moi, de tirage au sort, des choses comme ça, est-ce qu'au bout d'un moment, on arriverait ou pas à modifier ces constantes dans les groupes humains? Moi, je me pose la question comme vous, hein, depuis longtemps. Je vais vous dire quelque chose que je ne pensais pas dire non plus. C'est une révélation. C'est révélation sur révélation. Moi, je suis de culture chrétienne. C'est-à-dire que j'ai grandi là-dedans, avec des idées sur la morale, ne pas mentir, avec des idées sur ne pas voler, sur... voilà. Bon. Et puis, en arrivant à l'âge adulte, je vous rappelle que, comme un certain nombre d'entre vous, je suis de cette génération où le premier homme qu'on a envoyé sur la Lune, on ne savait encore pas très bien ce qu'on allait trouver là-haut. Mais les choses ne se sont pas arrangées, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus loin. Et donc le monde dans lequel on est aujourd'hui fait que le discours traditionnel qui était tenu jusqu'à là, au ciel, il y a Dieu, au ciel, les gens qui sont morts vont retrouver les saints, etc. Ce discours-là, voilà quoi, il n'y a plus grand monde dans les églises. Hein. Donc, ça m'a beaucoup interrogé parce que je me suis dit, mais est-ce que nos ancêtres étaient aveugles à ce point-là ? Est-ce que la référence qui avait compté dans mon enfance, à savoir cette personne de Jésus, était vraiment... fallait tourner la page, quoi. Or, là-dessus, j'ai quand même une lecture que je vais vous partager. C'est la chose suivante. Ce Jésus en question, d'après l'histoire, a été tenté, ou pas été tenté, aurait pu, un certain jeudi avant Pâques, chez les Juifs, rentrer dans Jérusalem et être
acclamé, porté en triomphe, etc. Il aurait pu prendre le pouvoir. Tout le monde attendait qu'il y ait un roi qui dise « Bon, allez, on va bouter les Romains dehors, on va régler nos problèmes. » Or, non seulement il ne le fait pas, mais en plus, il réunit les gens autour de lui et il leur dit « Vous savez, il y a deux choses qui sont importantes. Premièrement, vous partagez le pain. Deuxièmement, vous buvez du vin, parce que le vin, c'est mon sang. C'est-à-dire, c'est la filiation. » Alors il meurt, bien sûr, le lendemain il se fait arrêter, tout le monde se débine, etc. Et dans les jours qui viennent, les gens se disent « Mais c'est vrai ça, il avait assumé l'histoire. Jamais il a critiqué les ancêtres. Il a toujours assumé le passé. Il n'a pas eu de compte à régler, cet homme, avec le passé, en disant « Non, mais je vais régler des comptes avec ce que j'avais subi dans mon passé. » Donc je trouve ça génial. Moi. Je me dis, si nous étions capables de dire « Bon, allez, on va partager. » Mais en même temps, on se rappellera que chacun doit assumer son histoire et être en paix avec, ce qu'on pourrait appeler une Eucharistie commune, comme ça, vous voyez, un peu quelque chose qui soit... Là, je crois qu'on pourrait effectivement mettre en œuvre cette dimension que je viens de développer devant vous ce soir, sur l'importance de l'histoire avec laquelle on est plus ou moins en paix, quoi. Mais je ne vois pas comment faire pour qu'on ait un rituel qui nous rappelle cette dimension-là sans nous l'imposer. C'est difficile. Voilà. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Si j'ai des invités, je dis nous allons partager un repas. Donc on partage la nourriture. Et je sers du vin en me disant, ce vin que nous buvons, c'est le signe que nous arrivons chacun avec nos histoires personnelles. Et que peut-être il va y avoir des règlements de compte, ou qu'il vaudrait mieux que chacun soit en paix avec son histoire. D'ailleurs, si on a un peu bu, il y a des trucs qui sortent que c'était pas prévu au programme, mais c'est peut-être justement là où il va falloir qu'on éclaircisse les choses, parce que sinon, on va refaire la guerre, quoi. Une petite anecdote, au Canada, au Québec, on peut aller au restaurant avec du vin qu'on a acheté à la Société des alcools, la SAQ, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de consommer le vin du restaurateur. Il est beaucoup moins cher comme ça, mais on est quitte d'avoir le droit à l'histoire du restaurateur. Bravo, c'est exactement ça. Il y a un monsieur qui voulait prendre la parole. Une question et une remarque. La question, comme vous parliez des gens, pour aller vite, simples, qui s'occupent de leurs enfants, de leurs parents, de leurs voisins, de leur jardin, versus les gens qui ont besoin de rapports de force. Si je comprends bien, et je vais faire un petit peu ce que j'avais cru déjà comprendre, dès qu'on a affaire à quelqu'un de profondément ambitieux, il faut qu'on se méfie. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on voit quelqu'un afficher une ambition débordante, un sentiment de revanche, ou dans les partis politiques, l'envie d'écraser quelqu'un d'autre, ou même en entreprise, en association, il faudrait qu'on soit systématiquement méfiant. Ah oui, au sens que si on les rencontre comme ça va, mais si on les a comme voisins ou accepter de se mettre en couple avec, c'est... Il faut bénir nos ennemis, vous parliez du Christ, il faut bénir nos ennemis. Le pape le dit aussi, il remercie avant de mourir ses propres ennemis, c'est ses ennemis qui lui ont fait travailler le plus mentalement. Bon, je dis ça sans le... Tout dépend, voilà, bien sûr vous avez raison, mais à un moment donné, je fais part de ma culture, à un moment donné on vient demander à Jésus, c'est qui ceux qui vont être avec Dieu là? Et il dit, mais vous, il s'adresse aux gens qui sont là, il leur dit, mais vous êtes en train de peindre en blanc les tombeaux de nos ancêtres. Et tous vous dites, moi j'aurais été à sa place, j'aurais pas fait comme lui. Eh bien, vous êtes des engences de vipères, il dit ça.
Pourquoi il dit ça? Parce que lui, il ne juge pas ce qu'ont fait les ancêtres. Lui, il sait qu'il aurait été à leur place, il aurait fait pareil. C'est-à-dire que moi, quand j'entends quelqu'un qui me raconte sa vie, je dis, mais j'aurais vécu ce qu'il a vécu, j'aurais grandi dès le sein de ma mère avec ce qu'il a vécu, etc. Mais je ne peux pas me permettre de le juger. Ça, je pense que c'est la vérité. On ne peut pas juger quelqu'un. On peut se dire, il y a des événements qui se sont produits, qui ont conduit à ça, et moi je ne veux pas les reproduire, ça d'accord, oui. Mais je vous donne un exemple, je vous ai parlé d'Hitler. On est bien d'accord que, voilà. Mais le but de la réflexion sur sa vie, c'est pas de le juger lui, c'est de se dire, on a une histoire qu'il faut qu'on fasse évoluer, il ne faut pas qu'on reproduise ça. Dans l'histoire de Jésus en question, il y avait, il naît dans la ville de Bethléem, et on dit, t'es descendant du roi David, hein. Mon gars, c'est toi, tu seras roi hein, comme David. Hein. Sauf que le David en question, quand il était roi, un jour qu'il était chez lui, il y a Bethsabée qui vient prendre un bain sous ses fenêtres. Enfin, il n'y a pas de fenêtre, mais quand même, elle vient prendre un bain. Bon. Est-ce que c'est le hasard ou pas, je ne crois pas, mais en tout cas, il a fait venir, il la met enceinte. Problème, elle lui fait dire, je suis enceinte. Il est bien embêté, parce qu'elle est mariée à Uri, un Hittite. Donc, il envoie un messager, ramenez-le-moi vite fait du front, là, parce que, voilà. Donc, Uri, le Hittite, revient, il se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne rentre pas dans la maison. Il dort sur le paillasson. David, il dit, bon, vous le renvoyez au front, puis il fait envoyer qu'à la prochaine attaque, vous le mettez devant. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'a fait ce roi. Ça vous fait penser à des choses? Qu'est-ce que font les rois? Qu'est-ce que font les hommes quand ils ont du pouvoir? Quand on prend le pouvoir, on abuse du pouvoir. Donc ce Jésus, il a dit, ah non, hein, moi je ne prendrai pas le pouvoir. Hein. Il a même fait le lavement des pieds pour dire, il faut être au service des gens, il ne faut pas prendre le pouvoir. Donc voilà la leçon qu'il a tirée de ses ancêtres. Il n'a pas dit, quel salaud ce roi David. Non, il a dit, c'est bon. Si on prend le pouvoir, voilà ce qu'on risque de faire. Une démocratie par tirage au sort, ça peut être pas mal. Ah Moi, je suis pour. ah ben, Comment on fait pour en mettre tout ou place partie, ah ben non, mais c'est possible. Mais c'est possible, hein. Je suis 100% d'accord avec ça. On a travaillé là-dessus, c'est possible. Mais les gens ne veulent pas y croire. Ça, c'est étonnant parce que quand on leur dit c'est possible, on peut vous proposer un modèle, et après, évidemment, tout le monde y travaille, contribution, mais c'est possible. Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas y croire? Moi, je pense aussi que c'est vrai ce que vous dites, mais je dis aussi qu'il faut écouter les histoires de chacun. C'est-à-dire qu'il il se trouve qu'il y a des moments dans ma vie, c'était mûr pour que je fasse un truc, alors je l'ai fait. C'est pas parce que je voulais prendre le pouvoir, c'est parce que j'en étais là. Donc, alors que si on aurait dit non, mais attends, toi, il n'y a pas plus de raison que ce soit toi qu'un autre, donc on va tirer au sort. Peut-être que l'autre, c'était pas le moment dans sa vie, c'était pas. Alors que moi, ça tombait bien, c'était le moment. Je dis, il faut aussi écouter les histoires individuelles. On peut avoir une disponibilité là, qui fait que la fonction qu'on cherche le rôle qu'on voudrait jouer, bon. Oui, non, mais on ne va pas leur mettre le couteau sous la gorge, Bah non, évidemment. hein. Mais c'est possible de faire autrement. Et comment faire en sorte que l'imaginaire des gens puisse fonctionner de façon plus libre en se disant, mais oui, nous sommes capables de créer autre chose. Tout en se mettant en paix, effectivement, avec notre histoire et en comprenant ce qui s'est passé, évidemment. Il ne s'agit pas de faire l'impasse sur le passé, mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Faites-leur débrancher la télé. Il n'y a pas mieux pour tuer l'imaginaire. Il y a ça, mais par exemple, quand effectivement, si on revient au mouvement des Gilets jaunes, lorsque l'Élysée, Édouard Philippe, etc., essayaient de dire on va essayer de discuter avec des leaders, parce que comme ça, ils pensaient pouvoir soit les corrompre, soit les intimider. Il n'y en avait pas. Et c'était bien la première fois que ça se produisait.
Et ça les a profondément déstabilisés. C'est aussi probablement quelque chose qui a déclenché la violence de ce pouvoir, qui était déstabilisé. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et là, ils comprenaient qu'il y avait un danger pour son fonctionnement habituel. Je crois qu'il y avait une autre question. Justement, Oui. travailler Là, la monsieur, croissance, il faut apprendre à décoloniser notre imaginaire. Hein, c'est ce que Ouais, disait c'est ça. Sophie tout à l'heure. Coloniser, quoi. Notre imaginaire est colonisé, quoi. Oui. Est-ce que ça peut se faire de façon massive ou seulement individuelle? Il faut commencer par soi, voilà, comme tout, comme partout, quoi. C'est un travail sur soi. Attendez, il y a le monsieur. De récup, là, voilà, il y en a qui vont oser se servir, puis il y en a qui vont pas oser se servir, par rapport aux valeurs, par rapport au groupe, à l'éthique, enfin, etc. Et moi, je le dis à chaque fois, je ramène rien, débrouillez-vous, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça rend autonome les individualités que nous sommes ensemble, quoi. Voilà. C'est un jeu, mais bon, par rapport à la société de surconsommation, quoi. Alors, Oui, monsieur. j'avais une petite remarque aussi quand vous parliez de milligrammes, et puis posiez la question comment ça a pu se produire, comment ça peut se reproduire. Je ne sais pas si vous avez vu passer, ils avaient refait, donc c'était en France, ils avaient appelé ça le jeu de la mort. C'était la réactualisation de milligrammes, mais sous la forme de jeu de télé-réalité type maillon faible, où le gars en blouse blanche est remplacé par une animatrice. Les injonctions sont envoyées par le public qui est là, machin. Et ils arrivent à 66% qui montent jusqu'à 400 volts comme milligrammes. 50 ans plus tard, alors qu'on pourrait se dire au bout de 50 ans, on a compris certaines choses, on est civilisé. Mon cul, on n'a toujours rien compris, mais on a toujours les 2/3 qui vont à 400 volts. Et puis une autre expérience, Milgram aussi avait été évoqué dans un film avec Yves Montand qui s'appelle Icomica. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est pas la peine. Bon, c'est pas la peine. Mais quand il explique la segmentation des tâches, le truc parfait, quoi. Chacun a sa petite tâche, et puis le travail le plus dégueulasse, on le réservera au 1% de carré qu'on trouvera dans toute population. Et une dernière expérience qui, je trouve, pour revenir sur la question de la manipulation, c'est une expérience je crois que c'est de ASCH, elle date de 1951. Et c'est, alors je sais, en réalité, je ne sais même pas comment il l'a faite exactement, mais elle a été refaite à plein de sauces. Vous avez deux personnes qui sont deux complices, et puis le vrai cobaye, et des questions qui défilent, mais c'est des questions cons, hein, genre combien font 1 plus 1, réponse A 2, réponse B 3, 4, etc. Et donc les deux complices disent les bonnes réponses, puis le cobaye donne la bonne réponse. Et puis au bout d'un moment, il y a la question des billes, combien font 1 plus 1. Les deux complices disent 3, et il y a à peu près les deux tiers des cobayes qui disent 3, pour ne pas être exclus du groupe. En tout cas, c'était la conclusion que là je donnais, pour ne pas exclure du groupe. Et d'ailleurs, c'est très complémentaire, je trouve, de Milgram, qui arrive 10 ans après, 15 ans après. Pourquoi ils vont jusqu'à 400 volts? Alors oui, il y a la soumission, il y a les injonctions, il y a l'autorité qui est là. Mais dans le jeu de la mort, ils avaient bien compris que ils avaient déjà intériorisé qu'ils étaient dans un jeu, qu'ils n'étaient pas le seul à aller jouer ce truc-là. Et beaucoup s'étaient dit, il va y avoir d'autres candidats qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller, donc je vais y aller aussi. Et donc dans la question de la manipulation, il y a en effet l'art de manipuler de la part de quelques psychopathes, on est d'accord avec Sylvain, mais il y a aussi la capacité, nous, soit par confort, soit par peur d'être exclu du groupe, d'avaler n'importe quelle merde, jusqu'à 1 et 1 font 3. Comme dans les bizutages. Comme dans les bizutages. Les bizutages, c'était terrible. Alors moi, ouais. Mais dans chaque bizutage, il y en a toujours un qui bronche. Hein. C'est celui qui se fera virer du groupe. Oui. Donc là, moi, j'en ai connu des bizutages, j'en ai connu deux qui ne se sont pas laissés faire. Dont moi, je n'ai pas fini mon cycle. Et l'autre, c'était un autre en Hippocane, il avait raté Saint-Cyr, il a mis la tête au carré au deuxième année qu'il voulait foutre à poil place Saint-Jean dans les trucs, il n'a pas fini Hippocane. Donc en réalité, peut-être que les gens qui se disent oui, je vais dire de 1 et 1 font 3, ils ont peut-être raison. Parce que c'est eux qui font leur partie. Je ne sais pas. Oui, on appelle ça l'instinct grégaire. Il y avait des livres qui avaient été faits aussi sur le comportement des foules. Et c'est vrai que peut-être quand on regarde, même instinctivement, quand il y a un prédateur avec un banc de poissons, ils ont tendance à se regrouper comme ça parce que ils ont moins de prise par rapport.
Et c'est frappant de voir comme beaucoup de jeunes, par exemple, ils veulent être habillés comme les autres. Hein. Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais un ami qui avait mon âge dans mon école. Il détonnait un peu par rapport au groupe parce qu'il était fils de paysan. Et il avait un gros pull en laine tricoté par sa grand-mère, qui n'était pas vraiment... voilà. Sauf que lui, ça ne le dérangeait pas du tout. Non seulement ça ne le dérangeait pas du tout, mais il assumait plein de trucs. Il racontait que son père, il continuait à labourer avec les chevaux parce que la terre qu'ils avaient, ça ne permettait pas de passer en tracteur. Moi, je le trouvais... Alors là, vraiment, et je pense souvent à lui parce que je pense que quand des enfants veulent être habillés comme les autres, hein, aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de diversité, de choix, mais en fait, ils sont tous habillés pareil. Je crois que c'est parce que ils ont peur d'avoir une opinion qui ne soit pas la même que celle du groupe. Combien de personnes se sont mises à fumer pour être avec les autres? Pas parce qu'ils avaient vraiment envie de fumer, c'est dégueulasse la première fois, alors, de toute façon, mais c'est pour ne pas se différencier. Non, moi je ne fume pas. Ah, bon, tu ne fumes pas, comment? Oui, voilà. Donc enfin, de toute façon, c'est facile de parler des autres. Moi, je pense que c'est pareil. Hein. Vous êtes dans une discussion, les gens se disent « tout le monde connaît ça ». Vous ne connaissez pas, vous dites pas « moi, je ne connais pas ». Vous dites « oui, tout le monde connaît ». Martine? J'ai une question par rapport aux enfants. Parce qu'il me semble que dans ce monde de manipulation, ce sont les enfants qui sont les plus grandes victimes, parce que ce sont des manipulés avec très peu de personnes pour les défendre. Je pense à ces pauvres enfants, par exemple, qui subissent le masque, ces enfants qu'on pousse à aller se faire injecter alors qu'il n'y a aucun danger pour eux, ces enfants qui vont dans une école qui ne leur apprend plus grand-chose, et en plus à qui on dit que la planète n'a pas d'avenir. Donc en tant que psychiatre, comment vous analysez ce que moi j'appelle le devoir de responsabilité des adultes par rapport à ces enfants qui sont les êtres faibles vis-à-vis desquels devrait s'exercer notre bienveillance, notre courage et notre transmission? Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à leur situation actuelle? Comme samedi prochain, comme samedi. J'ai un peu échappé à la question parce que je ne suis plus en âge d'avoir des enfants petits. Ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne sais pas ce que j'aurais dit. Vous voyez, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai un grand-père qui a fait, je crois, un problème de tuberculose. Et on m'a dit, on va aller le voir, mais il ne faudra pas que tu embrasses ton grand-père. Et mon grand-père, je l'aimais bien, moi. Voilà. Et j'ai bien vu que lui aussi, me dire bonjour sans me prendre dans ses bras, c'était quand même quelque chose qu'il subissait, quoi, vraiment. Donc, je ne sais pas, vous voyez, imaginez que il y ait une grand-mère qui a une fragilité pulmonaire, avec un enfant qui va retrouver sa grand-mère tous les mercredis parce que sa mère travaille. Si on dit, bah non, mais tu risques de transmettre le truc, alors tu n'y vas plus, ou bien si tu y vas, bah on va peut-être te vacciner, comme ça tu seras moins porteur du Covid que si tu n'es pas vacciné. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne explication, mais il n'y a que des cas particuliers, quoi. Hein. Je suis d'accord que... On voit bien la violence idéologique qui met tout le monde sur le même plan. Il faut que tout le monde soit vacciné. Là encore, c'est choquant parce que chacun a une histoire différente. Hein. Mais là-dessus, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais je comprends ce que vous dites, que vous voyez des comportements qui s'imposent aux gens, et entre autres ces enfants qui défilent, qu'on pique
comme on le voit faire en Afrique quand on amène le vaccin ou n'importe. Si vous voulez, ce que je vois, c'est une démission des adultes par rapport à leur devoir de responsabilité vis-à-vis des enfants. C'est ça. Et pour moi, c'est la face cachée de la barbarie. C'est pour ça que je pose cette question, parce que je pense que derrière toute la com qu'on peut faire, on fait semblant d'aimer les enfants, en réalité, on construit un monde dans lequel il n'y a même plus de place pour eux, ni pour qu'ils grandissent, ni pour qu'ils apprennent, ni pour qu'ils se construisent, ni même pour qu'ils aient une idée de ce qu'est une authentique liberté. Oui, mais la liberté... Comment on se construit en tant qu'enfant quand on se développe dans un monde comme ça, avec des adultes qui en plus démissionnent de leurs responsabilités? C'est difficile d'expliquer à un enfant, de dire à son enfant, écoute mon enfant, voilà. Bon, d'abord, s'il est trop petit... on ne peut pas trop lui expliquer, c'est trop compliqué déjà. Hein. C'est comme si vous dites à un enfant de 4 ans, je vais t'expliquer comment marche un moteur à explosion. C'est compliqué. Bon, en imaginant, parce qu'au fur et à mesure il grandit, il y a des moments où on doit lui expliquer des choses. Je vous disais tout à l'heure, quand une maman a du souci avec son bébé qui normalement ne comprend rien, il a besoin qu'on lui explique ce que l'adulte pense. Donc c'est normal que l'adulte dise à l'enfant, voilà mon enfant, dans quelle situation nous sommes. Donc voilà ce que moi je pense. Compte tenu des éléments dont je dispose. Chaque enfant, c'est ses parents, c'est son identité. Il a besoin d'être en confiance de parole avec les adultes. Et les adultes peuvent se tromper. Les adultes peuvent dire après, tu sais, maintenant je me rends compte que j'aurais pas dû faire ça. J'en sais rien, moi. Je veux dire, c'est peut-être pas si grave que ça dans la mesure où il ne mettra pas en doute le fait qu'on a essayé de bien faire. Je crois que aussi, sur le sujet des enfants, je crois que nous, on fait une particularité. Enfin, on a l'impression on a envie de faire un truc particulier sur les enfants parce que c'est une sensibilité. Mais en face, c'est pas le cas. Ce qu'on voit, en fait, c'est un protocole mondial. Demain, il n'y a plus besoin de généralistes. Il suffit d'un protocole, tout le monde passe. Tout le monde. Qu'il soit grand, maigre, gros, petit, vieux, tout le monde. C'est un protocole. Il n'y a plus demain, il n'y a plus besoin de général. Nous, on fait un cas particulier des enfants, mais eux, non. Au contraire. Il faut un cas général du monde entier. Rien à foutre. Oui, mais c'est ça le danger. Vous voyez quand même bien aujourd'hui, je vous disais que beaucoup de thérapeutes n'écoutent plus les histoires des gens parce que c'est compliqué, etc. De la même façon, vous allez voir votre médecin traitant, c'est de la médecine vétérinaire. Il regarde son écran, il veut savoir votre biologie, votre électrocardiogramme, vos examens complémentaires. Est-ce qu'il vous demande, tiens, vous venez d'où? Ça fait longtemps que vous habitez Nancy? Ça ne l'intéresse pas. Il ne vous a même pas regardé dans les yeux. Hein? Il ne vous aura même pas regardé dans les yeux. Et il vous aura même pas regardé dans les yeux. Plus de personnes, souvent âgées, c'est alors, si on leur dit ça, ils disent, mais moi... j'ai pas le droit de passer à côté d'une anomalie biologique, vous comprenez? C'est là-dessus que après vous allez porter plainte contre moi parce que j'ai pas demandé le dosage de tel truc. Alors lui, il est voilà. Donc comment on fait pour répondre à des exigences? Vous savez, moi, dans mon métier, un peu de temps avant que j'arrête de faire mon travail, il y avait des consignes qui étaient données aux psychiatres que nous devions poser la question, si quelqu'un était dépressif, est-ce que vous avez déjà eu envie de vous suicider? Moi, je ne posais jamais la question. Non pas que ça ne m'intéressait pas, au contraire, parce que c'était la seule chose qui m'aurait inquiété, d'avoir un patient qui se suicide en sortant de chez moi. Mais c'est pas comme ça que je posais la question, vous comprenez? C'était les rapports avec la mort, avec la façon dont on pouvait avoir envie d'aller rejoindre les morts plutôt que d'être avec les vivants. Ce qui est le cas de la pensée de quelqu'un qui est suicidaire. Il préfère aller rejoindre les morts que d'être avec les vivants. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il a peut-être dans sa tête le souvenir de gens qui sont morts, qui avaient plus d'importance que les vivants. Et donc, n'empêche que c'était dans la norme. Il fallait que je pose la question, a-t-il des idées suicidaires, et que je coche dans mon dossier non. Ou il m'a dit que non. Mais c'est pas parce qu'il a dit que non, voilà. Donc, je suis de cette génération où j'ai connu de la médecine où le médecin faisait ce qu'il voulait. Alors, j'ai connu des médecins qui faisaient des préparations homéopathiques magistrales, des choses complètement
hors norme, parce qu'eux, ils avaient décidé que ça, c'était bien. C'est comme ça qu'on a eu des gens qui se sont pris des extraits thyroïdiens pour maigrir ou des trucs complètement contre-indiqués. Donc, petit à petit, l'opinion publique a fait que le corps médical, dans son ensemble, a décidé qu'on allait fixer des normes contrôlées. Voilà. Ce qui vous donne la garantie, si vous allez à un médecin aujourd'hui, que normalement, il devrait faire ce qui est dans les clous. Hein. Voilà. Parce que si vous avez un médecin qui est complètement génial, mais complètement marginal et qui fait des trucs, méfiez-vous. Après, vous pouvez porter plainte contre lui parce qu'il n'a pas respecté le protocole. Hein. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Je pense que nous sommes dans un monde très technique qui tend à faire que les gens se raccrochent à ce qui est palpable, à ce qui est visible, à ce qui est repérable, que ça les envahit, qu'ils ne pensent plus qu'à ça, ils sont complètement obnubilés par ça. Pourquoi, moi, les chiffres du Covid, le truc, le nombre de vaccinés, tout ça, bon, je veux dire, individuellement, un homme, il a un parcours personnel. Il a quelque chose qui ressemble, lui. Justement, vous êtes en train d'expliquer que le monde devient de plus en plus technique, et c'est évident. Donc, dans ce monde de plus en plus technique, si j'ai bien compris, il y a de moins en moins d'histoires, mais s'il y a de moins en moins d'histoires qui sont dites et qui permettent de dialoguer, de se comprendre, il n'y a plus d'humanité. Donc, on retrouve bien cette idée de barbarie vers laquelle on va, et si on n'en prend pas une certaine conscience collective, on y va encore plus vite et plus droit. Mais je ne suis pas si désespéré que vous, parce que on a dit tout à l'heure que dans le temps, nos ancêtres ne racontaient rien. Je pense que c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles où on raconte plus de trucs qu'avant. Il y a des papys qui racontent l'histoire. Il y a quand même une nourriture d'identité qui est racontée par des gens. Moi, je trouve que c'est bien. Justement, il y a des enfants qui ont une identité qui est construite. Hein. Ils ont un petit peu des racines, ils ont un peu... Avant, ça n'existait quasiment pas, hein. Je vous promets. Sauf la généalogie des rois de France, comme vous disiez tout à l'heure, ou des guerres ou des machins, mais c'était pas humain. Alors, excusez-moi d'être un petit peu pessimiste encore là-dessus. J'ai vu un reportage là récemment sur ce qui se passait au Pakistan. À l'époque, il y avait les crieurs de rue qui racontaient des histoires, des conteurs, etc. Ils appelaient ça les crieurs. Et ils passaient comme ça dans les rues, dans les familles, et puis les gens se rassemblaient autour, puis ils racontaient des histoires. C'était comme ça qu'il y avait la transmission, etc. Parce qu'il y avait extrêmement peu d'écoles là-bas, etc., etc. Sauf que maintenant, les jeunes, ils prennent leur portable. Et puis ils causent toujours, racontent des trucs. Et puis voilà. Donc la transmission orale, des trucs comme ça, les histoires de papy-mamie, c'est super important. Mais les jeunes sont déconnectés. Bien sûr. Parce qu'on en fait des jeunes déconnectés. C'est vrai. Après, c'est pas compliqué de bien faire les choses. Il n'y a que deux possibilités. Faire le bien ou faire le mal. C'est pas compliqué en soi. Il suffit d'être un homme. Shakespeare disait « J'ose tout ce qui c'est un homme qui n'ose pas n'en est pas un ». C'est pas compliqué. Il y a des choix qui sont plus difficiles que d'autres, mais au final, c'est faire le bien ou faire le mal. On peut faire le mal par ignorance, mais à partir du moment où on sait les choses parce qu'on les a apprises ou machin, etc., on n'a plus le droit de faire le mal. Si vous êtes catholique, etc., les chrétiens, il y en a énormément. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? C'est pas compliqué de bien faire les choses. Pourquoi ils sont pas là pour défendre un petit peu les gens ? Non, mais vous avez raison. Simplement, je pense que l'Église catholique n'a pas été différente de toutes les autres institutions. Quand on rentrait dans l'Église catholique, on ne vous demandait pas que vous étiez formé comme prêtre ou comme religieux ou n'importe. On ne vous demandait pas de raconter votre histoire. On vous demandait même au contraire de la laisser de côté pour investir complètement votre affection pour Jésus, les prières, le rituel, etc. Moi, j'ai connu des religieuses, elles avaient changé de nom en entrant. Hein, donc, c'est des pratiques sectaires. Quand vous retirez à quelqu'un son identité. Donc évidemment qu'on a fait ça pour la gloire de Dieu et le salut du monde, hein, c'est sûr. C'est bien dommage. Moi, je me posais la question des francs-maçons. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une étude, c'est avec un peu d'humour, hein, mais de problèmes familiaux pour pouvoir rentrer dans une autre famille rassurante avec des frères, donc on est tous frères, hein, puisque c'est initiatique,
Et donc même, et ça on le sait, et je le sais, et vous le savez certainement, que même si je suis le numéro 1 du tribunal, du magistrat, je ne traiterai pas de la même manière le futur éventuel condamné s'il est franc-mac. Parce que je suis frère avant tout. Et donc, il n'aura pas la même sanction. Et donc, il joue sur la loi, il joue sur la légalité. Et ça, je n'invente rien, hein, c'est du premier degré. Hein, ça, tout le monde le sait, à peu près. Quoi. Bon. Et je me demandais, parce que vous parlez beaucoup de la famille, donc voilà, est-ce qu'il y aurait... Enfin bon, vous n'avez pas on ne peut pas répondre parce qu'il faudrait faire une étude. Mais cette notion d'être rassuré, sécurisé par le biais d'un clan, d'un groupe, parce que vous parlez de la secte, enfin bon, là, voilà, d'une institution de prosérétude, enfin de prosérétude, de fraternité fraternelle, quoi, et qui nous protège et qui nous sécurise d'autant jusqu'à la mort, et donc jusqu'à refuser. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait aussi que le Jupiter de service, il est franc-mac, parce que quand il y a eu la mort de Johnny, on lui a passé le goupillon pour bénir le cercueil de Johnny, il l'a pas pris, quoi. Il passe sans rien faire. Enfin bon, il est peut-être communiste. Hein? Ouais. Et puis son hégémonie, enfin quand il a été élu, c'était devant la pyramide. Donc la pyramide, c'est le triangle, etc. Enfin c'est tout de suite non, mais je me dis tiens, quelle relation il a eu avec ses parents, enfin etc. Enfin bon. Enfin, ouais, bon, on pourrait faire. Et parce qu'on parle de parentalité, quoi. Donc, enfin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une compensation, un transfert, un transfuge, de trouver une famille que l'on n'a pas eue, parce que vous parliez des racines, etc. tout à l'heure. Enfin, voilà. Enfin, c'était une remarque questionnante. Non, mais je pense que la mise en place des confréries, voilà, professionnelles ou autres, c'était parce qu'il y a une aspiration, comme vous aussi, d'avoir une vie amicale, fraternelle, de proximité. Après, la manière dont ça s'est institué et dont ça fonctionne avec les biais que vous êtes en train de décrire, je l'ai entendu dire, mais je l'ai entendu dire dans d'autres domaines, hein, des gens qui étaient de même confession, qui faisaient pas, on a reproché aux juifs d'être entre eux, des protestants d'être entre eux, des cathos d'être entre eux. Bon, c'est difficile J'ai travaillé dans une institution. Un jour, il y a eu besoin de changer de secrétaire. Ils ont voulu faire les choses objectivement, de comparer, etc. Mais il se trouve que le président du conseil d'administration avait quelqu'un de sa famille qui s'est présenté aussi. Pardon ? Ça ne s'appelait pas Pénélope. Ça ne s'appelait pas Pénélope. Bon. Elle a quand même passé les tests. Elle était quand même nettement moins compétente. Elle n'a quand même pas été prise. Mais à compétence égale. Légèrement inférieur. Je voudrais juste vous parler d'une expérimentation qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Ça fait 5 ans à peu près que j'en entends parler et que j'ai suivi quelques conférences là-dessus, à propos de la notion d'acquisition des connaissances. Jusqu'à maintenant, l'acquisition des connaissances se faisait selon la théorie de M. Jean Piaget, le Suisse fameux, qui a expliqué doctement que pour acquérir des connaissances, il fallait gravir des paliers tout à fait réguliers, autrement dit, des difficultés allant croissant au fur et à mesure que les expériences se déroulent. Et puis, une équipe dont j'ai oublié le nom, qui travaille au niveau de l'expérimentation en termes de pédagogie, a mis au point une espèce de visualisation de ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, avec des IRM, avec tout un protocole qui permettait de savoir ce qui se passe lorsqu'un enfant apprend quelque chose. Alors l'expérience, je résume très vite fait, consiste à dire, par exemple, on présente à un enfant une ligne sur laquelle se trouvent 6 objets régulièrement espacés. Et
puis on présente également une deuxième ligne composée du même nombre d'objets, mais simplement écartés un peu plus les uns des autres. Quand on demande à un enfant de 6 ans quelle est la ligne qui comporte le plus d'éléments, il va répondre c'est la plus longue. Parce qu'il fait en quelque sorte quelque chose qui lui paraît comme évident. Si bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas de traces d'activité au niveau du cerveau. À 7 ans, un enfant, par rapport à ce même test, va mettre du temps à réfléchir. On s'aperçoit qu'il y a une activité cérébrale qui correspond à une résistance par rapport aux évidences qu'il a apprises auparavant. Autrement dit, et il ne choisira pas la plus longue, bien entendu. Autrement dit, faire des acquisitions, ça revient à opposer à ce qu'on croit être des évidences, ça revient à opposer une notion de résistance de l'individu. La résistance qui permet à ce moment-là de comprendre les choses, de ne pas se fier simplement à ce qui est la première évidence, tout simplement. Pourquoi ne pas, je dirais, éduquer les enfants, et puis pourquoi pas aussi éduquer les adultes, éduquer les citoyens à cette notion de résistance. Les éduquer en leur disant, mais attention, ce qu'on vous dit là, est-ce que vous l'avez analysé? Est-ce que vous avez mis en avant le fait que c'était peut-être pas si évident que ça, qu'il fallait donc résister? Alors, moi j'aime beaucoup cette expérience, étant ancien instituteur, évidemment, je n'avais pas, quand j'exerçais encore, ces notions. Mais pourquoi ne pas, dans l'éducation du citoyen, dont tu parlais, Martine, dans l'éducation des enfants, pourquoi ne tient-on pas compte de ces expériences qui me semblent être très porteuses pour la liberté de l'individu et la liberté du citoyen? Il n'y a pas, on ne laisse pas les enfants penser, hein. De toute façon, surtout pas, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la pensée unique. Je ne dis pas que je suis d'accord, hein. Oui, Hein, en enseignant moi-même, je le combats au quotidien, Oui, donc oui. je sais de quoi je parle, mais surtout pas. Surtout pas. Alors si c'est pas Surtout fait pas. pour les enfants, Faire c'est pas réfléchir forcément les fait enfants, pour les les adolescents, ça ne leur apportera rien. C'est pas l'objectif du tout à long terme. Pour moi, et moi, comme je dis, moi j'ai 58 ans, j'ai vraiment hâte d'en sortir, j'en ai ras-le-bol. C'est l'abrutissement au quotidien, voilà. Et il faut des vieux de la vieille comme moi qui n'aient pas peur de la hiérarchie, parce qu'il y a aussi ce système-là du coup de bâton qu'on attend, hein, les petits jeunes enseignants. Ben, ils vont pas, même s'ils le pensent fortement, ils n'oseront jamais parce qu'ils risquent de se faire taper sur les doigts, de se faire sanctionner, etc., etc. On a des programmes avec une pensée unique qui est absolument scandaleuse, mais scandaleuse. Voilà, avec, j'en veux pour preuve le dernier dont je parlais aux Agora, le dernier livre sorti, je ne sais plus quel niveau, je crois que c'est 3e, où il y a un passage dans le livre d'éducation civique, hein, éducation, où on demande, où il y a tout un truc, et c'est peut-on restreindre les libertés individuelles au nom de la liberté collective? Yes. Et c'est tout nouveau, hein, il vient d'être imprimé, hein, c'est le nouveau programme, il a été imprimé cet été, le livre, et donc il est distribué à nos élèves au collège. Moi, quand j'ai vu j'ai cru que j'allais tomber dans les vagues, j'ai dit mais c'est pas possible, voilà. Et voilà, d'abord, il y a déjà, moi je dis toujours, l'éducation, on n'est pas là pour éduquer, on est là pour instruire les enfants, leur apporter un savoir. Sauf que ce savoir qu'on pourrait transmettre nous est imposé. Et il nous est imposé aussi bien dans le contenu que dans la façon de le faire. Et donc on n'a plus aucune liberté en tant que pédagogue. On n'est que des manœuvres, en fait, voilà. Voilà. Sauf les résistants, voilà. Sauf les résistants. Est-ce que vous diriez que vous avez le sentiment d'être manipulé ou est-ce que c'est autre chose? Alors, moi, je suis difficilement manipulable, hein, d'accord? Mais c'est vrai que
que mes jeunes collègues voient rien d'interrogatif là-dedans. Ouais, une nouvelle génération. Vous en Rien discutez du pas tout. entre vous? On en discute entre nous, mais dans la discussion, ils se relèvent, mais pourquoi tu vois le mal partout? Ah oui. Pourquoi tu vois le mal partout? Ça, c'est la nouvelle génération. Donc la manipulation, elle s'accompagne d'une naïveté finalement. Une naïveté en quelque sorte. Il y a un moment, c'est la perte du discernement. Oui. C'est ça, c'est ça, en fait, eux-mêmes ont été formatés. Hein, donc voilà, parce que mes jeunes collègues ont l'âge de mes propres enfants. Donc en fait, comme disait Martine, ils n'ont pas appris à faire le tout, à avoir des discernants, à discerner les choses et à même si c'est pas le bon terme, mais disons avoir le bon côté. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, au lycée, on disait toujours il y avait le pour, il y avait le contre, il fallait un peu mesurer. En fait, ils n'ont pas appris le sens de la mesure, ni de la critique. Ils ont, en fait, ce sont des entonnoirs. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on leur a mis un peu comme les oies le gavage, et puis voilà, sans discernement, sans rien. Enfin, moi c'est sentiment que j'en ai. Voilà. Ça voudrait dire que, y compris dans leur famille, il n'y a pas eu pas de contre-pouvoir, mais en tout cas d'éléments qui puissent contrebalancer cette pensée unique. Donc, ils se sont retrouvés finalement pris avec un système éducatif plus des familles peut-être un peu déficientes ou qui n'avaient pas les moyens de le faire. Après, c'est pas le débat, mais on voit aujourd'hui quand même une montée de l'IEF, de gens qui ont un petit peu, je sais pas comment le dire, qui essaient d'être un peu en résistance et qui du coup, pour combattre cette pensée unique, font l'école à la maison, ce qui a été mon cas avec mes enfants. Parce que je le vivais de l'intérieur et j'ai dit, je ne veux pas que mes enfants subissent ça et je veux que mes enfants aient le choix de leur vie. Hein, on se connaît, hein, Sophie, hein, donc j'ai eu longtemps de te remettre. Hein, j'ai mis un petit peu de temps, je me dis, qui c'est voilà. Et en fait, bon, je dis pas que c'est bien, hein, mais si vous voulez, le fait que l'enfant puisse choisir sa propre voie sans avoir des pressions adultes, ben moi je vais être couvreur, comment ça tu veux être couvreur? Mais avec le niveau intellectuel que tu as, mais tu pourrais faire médecin, avocat, enfin, vous voyez, toute cette pression adulte et toute cette pensée unique, c'est ce que je n'ai jamais voulu pour mes propres enfants. Et c'est ce que j'essaye de combattre au quotidien avec mes élèves dans le système. Voilà. Et ils ont pondu quand même un super truc. Hein. Ils ont fait fort quand même là. Ça s'appelle le livret scolaire unique. Alors ça quand même, il faut faire fort. Après le petit livre de Mao, il y a le livret scolaire unique. Voilà, alors ça commence à la maternelle, à l'âge de 3 ans. Hein, et on évalue les élèves, selon différents critères, hein, voilà, et jusqu'en terminale. Hein. Et puis vous avez le livret médical unique. Oui. Hein, vous aurez votre dossier de la naissance. Le livret scolaire unique suit les enfants sur toute leur scolarité, on va dire. Et puis, c'est vraiment, ça les suit. Enfin, je veux dire, c'est lourd parce que, je veux dire, des échecs, entre guillemets, à certaines compétences ne peuvent leur ouvrir la voie à des formations. Enfin, je trouve que c'est condamner des gamins très tôt, trop tôt. Et puis, je trouve ça, avec ces compétences-là, c'est faire, c'est pas faire, à moitié faire, pas du tout faire, enfin, voilà. Et on les robotise. Pour moi, c'est de la robotisation de l'apprenant. Et puis il y a le Parcoursup aussi. Oui, alors Parcoursup, moi je travaille en collège et je sais que mon petit dernier, lui, il a envoyé chez Parcoursup. Il a dit je ne remplirai pas ça parce que moi je ne veux pas qu'il m'envoie à Tataouinezo alors que j'ai la même formation ici. Voilà. Donc c'est tout ce système où on est coincé dans un système qui tourne et c'est très difficile d'en sortir et de trouver comment faire autrement et comment penser par soi-même sans être complètement influencé de toutes parts et surtout broyé. Enfin pour moi le terme c'est vraiment la
C'est très difficile d'être un individu à part entière aujourd'hui dans le système, et surtout à l'école. Et ça commence là. Voilà. Après, je terminerai en disant, moi j'ai un petit-fils de 2 ans et demi, qui va avoir 3 ans. Je le dis comme je le pense, hein. Après ça relève peut-être de la psychiatrie chez moi, je ne sais pas. Mais j'en suis malade de savoir que je dois, parce que c'est moi qui m'en occupe beaucoup, ses parents travaillent très tard, qu'il faut le mettre à l'école à la rentrée. J'en suis malade de savoir que déjà à 3 ans, il va falloir le formater et l'envoyer pisser à 10h et pas à 10h05. Je le dis comme je le pense, voilà. Et je m'arrêterai là, parce que c'est un long débat. Voilà. Et ça, pour moi, c'est de la manipulation aussi déjà des masses de départ. C'est pour ça que je posais la question, que vont devenir ces enfants qui, eux, n'auront pas eu, comme nous, enfin ceux qui ont mon âge, ont eu la chance d'avoir un système de valeurs qui leur permet effectivement de penser, mais ces enfants qui sont nés avec ce monde hyper technique, ce monde où il n'y a plus de vérité, ce monde où ceux qui les gouvernent se moquent complètement du bien commun et bien au contraire sont là pour détruire le bien commun, comment vont-ils pouvoir grandir dans ce monde-là et que pourront-ils transmettre à leur tour? On se trouve à quand même, semble-t-il, sur le plan anthropologique, devant une petite impasse. Si on ne fait rien, ça va pas être joli. Voilà, c'est péché. Moi, On pense le psychiatre que je suis d'accord. Je pense que d'ailleurs c'est très injuste parce que dans ce système uniformisant, eh bien, il y a des enfants qui bénéficient beaucoup plus que d'autres de la qualité des échanges relationnels avec des parents, avec des grands-parents. Et finalement, quand on les emmerde de trop, ben, ils s'évadent, ils rêvassent, ils sont pas perdus. Je trouve qu'il y a quand même... Mon problème, c'est ça, si vous voulez. Hein. On voyait quelquefois des enfants qui avaient des troubles d'orientation dans le temps. Ils ne comprenaient pas que demain, c'est demain, l'année prochaine, c'est l'année prochaine, etc. Donc si on les éduquait en leur donnant des repères, en disant, bah, écoute, voilà, on va te répéter qu'une année, c'est 365 jours, et puis il y a 12 mois, et puis ceci, on leur apprend, etc. Puis ça ne rentre pas. Il est débile ou quoi? Et puis, moi, en tant que psychothérapeute, vous savez ce que je faisais pour qu'ils rentrent dans le temps? Je disais aux parents, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, les parents disaient, je vois pas le rapport. Bah, le temps, c'est le temps de la rencontre. Ils s'étaient rencontrés. Ils n'avaient jamais raconté à l'enfant comment ils s'étaient rencontrés, mais ils s'étaient rencontrés. Bah, du coup, l'enfant, il disait, ah bon? Je dis, voyez, messieurs, dames, vous êtes là parce que vous êtes rencontrés, mais vous-même, monsieur, vous êtes là parce que vos parents se sont rencontrés. Oui, vous savez comment vos parents se sont rencontrés? Alors, des fois, ils ne savaient pas. Quelquefois, les parents étaient toujours vigilants. Je disais, posez-moi la question. Parce que vous comprenez, ce qui fait la vie, c'est ça, c'est qu'il y a des rencontres. Si on aime la vie, c'est parce qu'on trouve que ces rencontres ont valu le coup. Si vous dites, c'est que de la merde, voilà, ça n'aurait pas dû se produire, je ne devrais pas être là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me dis que le système est ce qu'il est. Je suis d'accord qu'il faut qu'on soit vigilant face à tout ce qui nous tombe dessus, de toutes ces contraintes, etc., dont finalement, par certains côtés, on bénéficie, hein, parce qu'on profite, je ne sais pas moi, de la consommation, de la voiture, du téléphone portable, enfin bref. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est qu'on a une identité particulière et personnelle qui est intéressante et que rien ne devrait passer avant ça. C'est le plus important. Donc voilà, la scolarité, il faut agir, il faut être, comme vous disiez madame, au niveau enseignant, c'est quelque chose d'effrayant de formater une chose, mais voilà, elle est grand-mère, elle s'occupe de sa petite fille, il y a une richesse. Tant mieux. Il faut résister. Oui, il faut résister intellectuellement, il faut résister psychologiquement aussi, certainement. Les écoles Montessori, Steiner, enfin bon, il y a des écoles parallèles. Oui, mais enfin bon, oui, mais
Oui, Hein, alors c'est d'accord. Mais, Voilà. mais même Hein. sans ça, hein, vous savez, c'est très vieux, hein, ce qu'on disait tout à l'heure à propos des lignes et tout ça. Quand je suis allé en Alsace, il y avait la maison du pasteur Pfister. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. C'est un musée maintenant, un petit musée en Alsace, où on voit comment cet homme était venu dans un vallée reculée des Vosges pour apprendre à des gens. Et il avait des tas de techniques pour éveiller l'esprit des enfants. Par exemple, il faisait des tableaux sur des cônes comme ça, ce qui fait que quand on le regardait comme ça, on voyait une image, puis quand on se mettait comme ça, on voyait l'autre face, pour leur apprendre à voir qu'il y avait des choses qu'on ne voyait pas, qui pouvaient se voir. Vous voyez, des systèmes d'apprentissage qui étaient des apprentissages intelligents. Mais moi, je suis psychiatre devant vous, je ne céderai pas sur cette idée que ce qui fait qu'un enfant est intelligent, c'est parce qu'il a une histoire, et que cette histoire est intéressante. Voilà. Je voulais juste dire un petit mot à propos de mon histoire. C'est peut-être le moment, j'en sais rien. Je leur racontais cette histoire à Martine tout à l'heure. À Mireille. J'ai appris seulement il y a 1 an que ma grand-mère avait été vraisemblablement violée par un ouvrier de passage. Le passage, c'était à l'Épange, dans les Vosges, la partie du petit Grégory. Et j'ai seulement appris cette histoire il y a 1 an. Autrement dit, mes sœurs et frères aînés connaissaient l'histoire, mais il leur avait été dit que c'était l'omerta, il ne fallait surtout pas en parler. Voilà. Je ne suis pas devenu pour autant manipulateur, pas trop, je crois, ni Hitler, mais bon, voilà. Non, mais parce qu'il y a des hontes. Hein, voilà, il y a des hontes. On avait honte de l'histoire et on pensait qu'elle est... Alors que je pense que c'est très intéressant de réfléchir aux conditions de vie des gens, comme Anna Schilke-Gruber qui est allée travailler, etc. C'est pas... Il y a... Bah non, il n'y a rien acheté dans une histoire. Tout est intéressant. Quand ça se passe bien, c'est pas si intéressant que ça. C'est quand il y a quelque chose qui se passe pas bien que c'est intéressant. Bien, je crois qu'on va Oui, je vois que conclure, hein, parce que... Quelle heure est-il? Je sais pas. Tard, il est 9h10. Ouh, là. Il y a des petites choses à grignoter, à boire au fond, allez vous servir. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Splingard, d'être venu vous parler de tout ça. Vous m'avez fait dire des choses que je n'avais pas prévues. Ah.